Jusqu'à 22h, c'est Classico avec Steve Nadjar. Bonsoir, bienvenue dans Classico, votre émission foot sur Radio J. Classico saison 2. On est très heureux de vous retrouver après un été assez incroyable sur la planète foot. Sans plus tarder, je vous présente notre carré magique du soir. Alexandre Darmon, bonsoir. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Journaliste et youtubeur avec sa chaîne Indécis. Alex, que retiens-tu de cet été ? Messi. À part ton bronzage, bien sûr. Ça, oui. Messi, forcément. Messi à Paris, c'est... Voilà. On peut que dire Messi, voilà, Messi. Alexis Vizan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien responsable commercial au sein de l'agence Sport5. Est-ce que l'arrivée de Léo Messi est selon toi le plus grand transfert de l'histoire du PSG après celui de Cyril Pouget en 97 ? Le débat est ouvert entre ces deux transferts. Après, non, mais c'est vrai que c'est médiatiquement, c'est un niveau exceptionnel. On en parlait avant sans trop y croire. Et puis, non, c'est quand même exceptionnel pour la Ligue 1. Franchement, c'est une vraie opportunité pour la Ligue 1 de continuer son développement. Et on va développer ça dans quelques instants. On a le plaisir de recevoir ce soir l'un des meilleurs spécialistes de tactique du milieu journalistique. C'est un vrai plaisir de recevoir dans Classico. Julien Momot, bonsoir. Bonsoir Steve, et bonsoir merci beaucoup d'être avec nous dans Classico. Vous venez de faire paraître chez Solar Édition un livre passionnant coécrit avec vos camarades des D-Managers, comment gagner un match de foot dans les coulisses de la performance. On en parlera dans la deuxième partie de Classico. Chers auditeurs, vous pouvez nous écouter sur radioj.fr, sur l'application Radio Player France. Vous pouvez également nous retrouver dès ce soir sur Spotify, Deezer, Ocha ou encore Google Podcast. On attend évidemment, Alex, vos 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Surtout si vous avez aimé les envolées d'Alex ou les coups de gueule d'Alexis. Une émission également à suivre en vidéo sur la page YouTube de la radio. Classico épisode 37. C'est parti et on démarre avec un génie. Soirée historique hier à Reims, soirée de première pour un as. Lionel Messi a étrenné ses nouvelles couleurs parisiennes face à l'équipe d'Oscar Garcia. Victoire 2-0 des Parisiens, mais l'événement du soir avait lieu à la 66e minute. Messi qui remplace Neymar. Messieurs, qu'est-ce que vous avez ressenti hier soir aux alentours de 22h05 ? Julien Momot. Un sentiment très étrange, à vrai dire. C'est vrai que c'était la curiosité du soir, mais l'impression que c'était pas vrai, que c'était... l'amicale de Cruyff avec le maillot du PSG par le passé, c'était quelque chose de dit totalement irréel. Une exhibition. Oui, alors pas forcément sur le jeu, mais disons que de voir Messi avec le maillot parisien, alors presque même lui aussi un petit peu perdu dans cette comme il nous rentrait des classes dans une école qui n'était pas la sienne finalement, avec des nouveaux camarades, il devra prendre un petit peu de temps pour prendre ses marques, mais c'était vraiment un sentiment assez étrange, c'est vrai, en tant qu'observateur neutre évidemment. Alexis ? Moi, c'était de la fierté en fait pour la France, pour la Ligue 1, parce que avoir Messi en France, il y avait quand même d'autres opportunités, d'autres choix qu'il aurait pu faire. Il fait entrer la Ligue 1 dans une nouvelle dimension ? Forcément, médiatiquement, en plus, avec tout ce qui est les réseaux sociaux aujourd'hui, le pouvoir individuel des joueurs s'est développé. Et donc, médiatiquement, avoir Messi en France. D'ailleurs, je crois que j'ai vu un article qui disait qu'en Espagne, c'était l'émission la plus regardée. Quoi. Ouais. Plus que la Ligue 1. Regardée, donc c'est dire ce que ça représente, c'est vraiment exceptionnel. Alex ? Non mais c'était super, c'est super de voir d'abord la présentation il y a quelques jours au Parc des Princes, après de le voir jouer, c'est comme un enfant en plus, il est sur 34 ans mais on a l'impression qu'il est toujours tellement heureux de jouer au football. Il rentre hier, il fait pas l'entrée de sa vie très clairement, mais quand même on retrouve un peu son attitude, son jeu, il arrive à progresser avec le ballon. Par contre il va falloir qu'il fasse attention parce que déjà il se fait attraper, déjà sur les... En faute subie, je crois que c'est le record du match. Donc déjà il va falloir qu'il fasse attention, c'est pas la même chose la Ligue 1 que la Liga, je pense qu'il va falloir très vite, mais oui c'est sublime, et puis les supporters, et puis voir l'engouement, il n'y a pas que le PSG. Quand à Reims ils te disent qu'ils ont rempli le stade en 2 heures, à partir du moment où Léo Messi a signé et qu'on savait qu'il allait jouer, ça annonce des belles choses pour la saison. Est-ce que tu n'as pas été un peu étonné par la manière dont même le public de Reims a accueilli cette rentrée ? Non, mais il met tout le monde d'accord, c'est Messi. Quoi, tu vois, il met tout le monde d'accord et tout le monde est ravi de l'avoir sur la pelouse. Et puis il est classe, c'est une classe, franchement. On a comparé avec l'arrivée de Neymar, sans manquer de respect à Neymar, qui est un joueur que j'adore. C'est pas la même classe. Même à la fin du match, il prend une photo, il reste avec, il va voir les supporters. Enfin, il comprend en fait, il a le sens du business, ce mec en plus. Donc, non, moi j'étais vraiment très content de le voir sur la pelouse. Est-ce que vous pensez, Julien, notamment qu'il va avoir besoin d'un temps d'adaptation à cette Ligue 1 qui est plus rugueuse, plus physique peut-être que la Liga ? Alors, la Ligue 1, je sais pas, parce qu'il a un talent tellement supérieur que
et il saura trouver les réponses à ce qui se présente à lui. Il a subi des fautes en effet déjà pour sa première, mais il a montré aussi qu'il pouvait faire des différences et savoir jouer simple aussi en une touche de balle. Il peut simplifier son jeu si l'adversaire l'impose, si le défi physique qui lui est imposé le dit contraint. C'est peut-être plus une adaptation aussi dans son équipe. Quel rôle exact, comment ça va s'animer, est-ce que Mbappé sera encore là ou pas. C'est peut-être plus l'adaptation au sein du PSG qui va poser quelques questions plutôt que l'adaptation. Alors justement, comment tu vois ça, quelle pourrait être sa position préférentielle dans ce 11 parisien, notamment pour les gros matchs? Hier, on l'a vu rentrer en soutien de Mbappé dans un 4-2-3 en quelque sorte. C'était Herrera qui était plutôt à droite à ce moment-là du match. Le départ ou non de Kylian Mbappé fera dépendre beaucoup de choses finalement de l'animation. Est-ce qu'en plus il sera remplacé, par quel profil, sachant que Messi peut jouer un peu partout, alors peut-être pas à gauche, mais la zone qui semble en plus dédiée à Neymar. Mais il peut jouer faux neuf, il peut jouer en 10 derrière un attaquant, il peut jouer couloir droit en revenant intérieur. Ça, c'est pas tant un souci, c'est plus comment autour de lui on anime ça pour mettre en valeur son talent du mieux possible. Est-ce qu'il va apporter un peu plus de simplicité dans le jeu parisien, en comparaison notamment avec Neymar? Je pense en tout cas effectivement qu'il va, entre guillemets, on va dire que souvent on voit que Neymar et Mbappé aiment bien jouer ensemble tous les deux, peut-être au détriment parfois du collectif. Et hier on a vu qu'Mbappé cherchait beaucoup Messi justement. Ouais, mais hier pour moi par rapport à Messi, c'était juste pour le voir, on va dire. Le vrai premier match avec Clermont dans 2 semaines. C'est fou de dire ça. C'est sacré affiche. Le vrai premier match, ça va être Clermont. Ça va être Clermont, c'est là où on va le voir sur la durée. Et hier c'était un peu, il a fait rentrer pour le faire rentrer. On voit que Messi, il partait en Argentine après pour jouer avec la sélection, donc il n'avait pas envie non plus de trop pousser, je pense. Donc on verra vraiment face à Clermont comment ça va se mettre. Et donc je pense effectivement que c'est un peu le patron Messi, quoi qu'il arrive. Ça se voit d'ailleurs, même hier soir. Donc oui, il va simplifier un peu le jeu du PSG. Ce qui va surtout être intéressant pour moi, c'est surtout de voir un peu comment ça va s'organiser défensivement. Parce qu'on voit déjà qu'hier, Messi, c'est pas, pour ceux qui ont l'habitude de le voir, on voit que c'est pas défensivement un mec qui court beaucoup pour défendre. Est-ce que Neymar il le fait et Mbappé de moins en vont moins avec l'âge qui avance. en Évidemment. plus sûrement. Est-ce que Neymar et Mbappé vont faire plus d'efforts du coup pour... Il y a un vrai côté, il y a un vrai intervention sur le leadership dans cette équipe. Qui va prendre justement le leadership dans cette équipe, leadership technique? Juste pour répondre à ça, hier, Messi, il repart de zéro quand même. Faut pas l'oublier. Il a des choses à prouver. Il faut qu'il se greffe un effectif. Là maintenant. Là, il est capable de réussir ailleurs qu'à Barcelone. Ouais, qui peut gagner avec n'importe quelle équipe, qui peut gagner. Et hier, moi, j'ai trouvé, alors qu'il a une préparation qui est tronquée, très en jambes. D'ailleurs, il fait un retour défensif. J'avais rarement vu Messi faire un retour défensif comme ça quand il va récupérer le ballon et qu'après, ça permet à l'équipe de se projeter. Le leadership technique, de toute façon, pour répondre à ta question, c'est lui qui va le prendre. Enfin, je veux dire, ça peut être personne d'autre. Quand tu as Messi dans ton équipe, non mais ça sera Messi. D'ailleurs, on le voit, il reste dans l'axe tout le temps, un peu comme à Barcelone pour le moment. Il fera ce qu'il veut sur le terrain. Si vraiment il est à l'aise dans cette équipe, il fera ce qu'il veut. Mais comme tu disais tout à l'heure aussi, Julien, c'est savoir est-ce que Mbappé va partir, est-ce qu'il va être remplacé, avec qui il va jouer après derrière. On va y venir ça va conditionner beaucoup de choses. Ça va conditionner beaucoup de choses. En tout cas, hier, quand il rentre, il est dans son match, il est content d'être là, il court, il joue au ballon, il se fait déjà une Messi, moi j'appelle ça quand il accélère et qu'il ouvre une touche de balle pour Mbappé. Donc voilà, il va progressivement trouver ses marques. Julien, est-ce qu'il y a un risque important de déséquilibre, en tout cas pour les grosses affiches européennes, si évidemment Mbappé reste? Alors, peut-être pas sur les si grosses affiches, parce que c'est un débat récurrent pour le Paris Saint-Germain, déjà avant même l'arrivée de Messi, l'implication défensive, notamment des offensives de Mbappé, de Neymar, et le fait que l'équipe se retrouvait parfois coupée en deux, avec seulement 7 joueurs qui défendent, 8 parfois quand on enlève un offensif. La question sur les grands matchs ne s'est pas posée parce que tout le monde se mettait au diapason et faisait les efforts nécessaires. Alors après, c'est sûr qu'en ajoutant Messi en plus dans cette équation-là, ça rajoute un joueur qui n'est pas disposé, comme on le disait, à faire ses efforts naturellement, en tout cas qui ne va pas les faire sur toute la durée d'un match. Ça va peut-être conditionner certaines choses défensivement. On a vu hier que quand il est entré, il y avait Herrera qui fermait le couloir droit et du coup on avait 2 lignes de 4 vraiment plutôt un peu plus solides. Mais là aussi, ça dépendra aussi si Mbappé part ou reste. S'il part et qu'on le remplace par un Richarlison, comme c'est évoqué par exemple, qui lui fait les efforts, qui lui met de l'impact, ça peut compenser. C'est peut-être comme ça finalement qu'on arrivera à rééquilibrer, même si ça devrait passer par un départ de Mbappé. Alors on va rejoindre maintenant dans Classico le fondateur du site Paris Stade Germain, qui va nous aider à mieux lire la performance parisienne hier soir. Thibaut Brossard, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour cette première de la saison 2 de Classico. Thibaut, que nous dit la data sur l'équipe parisienne hier soir et en particulier sur Lionel Messi? Sur Messi, c'est intéressant, même si l'échantillon de minutes est réduit. Il a joué 24-25 minutes. J'ai relevé deux, trois stats qui m'ont paru pertinentes. Vous avez déjà cité les fautes subies. Effectivement, il a été la cible des défenseurs rémois hier. Il a trois fautes subies à son actif.
je pense qu'effectivement, il va y avoir un peu d'adaptation de sa part pour éviter de se faire matraquer à chaque match et de pouvoir jouer son jeu peut-être plus simplement, comme vous veniez de l'expliquer. J'ai trouvé aussi intéressant ces stats de ballons joués. Finalement, il touche quand même 26 ballons en 24 minutes. Ça veut dire, si on extrapole sur un match entier, c'est quasiment 100 ballons, sachant que c'est la moyenne de Neymar de l'année dernière. Et Donc là, on est c'était bien aussi d'accord la qu'il y aura moyenne qu'un de ballon sur le Messi à terrain. Barcelone? Ouais, il est un peu moins à Barcelone de mémoire, mais c'était dans ces eaux-là. En tout cas, à Paris, entre Neymar ou les milieux qui ont souvent le ballon, Neymar et Messi, il va bien falloir qu'il y ait une répartition qui se fasse. Donc, voilà, on a impatient de les voir jouer ensemble, au moins Neymar et Messi, voir comment ça se passe, parce que Neymar va lâcher un peu plus son ballon. Et puis, plus globalement, j'ai trouvé qu'effectivement, on le recherchait déjà beaucoup. On vous l'avait dit aussi que Mbappé avait cherché. Je pense que ça va être à travers des premiers matchs, comme on a souvent mis en exergue la relation un peu exclusive Neymar et Mbappé. Là, on a eu aussi l'impression qu'il fallait absolument toucher Messi. C'est déjà le cas en sélection argentine. Alors, je regarde pas tous les matchs, mais on sait que il est très recherché par Di Maria notamment. Donc là, il y aura peut-être aussi quelque chose à regarder sur la durée, voir si ça se fait au détriment du jeu collectif. Puis me permet aussi peut-être d'évoquer ce que j'estime moi, j'ai trouvé que on était que l'arbitrage était assez complaisant. Je sais que c'est le meilleur joueur du monde. On va voir dans quelle mesure il est arbitré. Je suis impatient de voir comment il va être arbitré cette année. On avait tendance à dire que cette année, les années précédentes, les arbitres aimaient bien se faire Neymar notamment. On va voir comment le corps arbitral se comporte avec Messi. J'ai trouvé qu'hier, voilà, c'était son arrivée. Il fallait surtout pas le moindre contact. J'ai eu l'impression qu'il sifflait. Même lui, à un moment, quand il récupère un ballon, il fait peut-être un arbitre aura pu siffler une faute. Et là, ça a joué. Voilà, je suis impatient de voir l'environnement autour de Neymar et les stats de Messi et les stats de Messi globalement sur la saison. Mais déjà, on a un premier aperçu intéressant, je trouve, sur les 25 minutes d'hier soir. Julien Momon, sur disons la complaisance, je mets des guillemets, de l'arbitre d'hier avec autour de Lionel Messi, est-ce que c'est aussi la perception que vous avez de ce match? Ce qui est sûr, c'est qu'il va être attendu par les adversaires, déjà, et pas nécessairement en mode admiration, comme certaines interviews avant les matchs pouvaient orienter les questions en mode qu'est-ce que ça va être de jouer contre Messi? C'est un joueur comme un autre, et le but c'est de l'arrêter. Alors Messi, il a de tels moyens que parfois, comme Mounetzi, il faut employer des moyens un peu illégaux. Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse. En Liga, on ne lui déroulait pas le tapis rouge non plus. Il y avait des équipes très rugueuses. Mais en fait, ce qui est fort avec Messi, c'est qu'il encaisse les coups sans broncher et qu'il répond en dribblant et en marquant. Et c'est comme ça qu'il va répondre aussi en Ligue 1, je pense. Alors, par ailleurs, on n'a pas trouvé forcément très à l'aise hier soir Keylor Navas. Didier Donnarumma était dans le groupe parisien hier soir. Thibaut, vous êtes intéressé dans un récent article publié sur votre site sur la saison de Navas, la saison dernière de Navas, et sur l'apport que pourrait justement offrir cette année le gardien italien au PSG. Quelles sont les données chiffrées intégrées dans ce débat pour le poste de numéro 1 à Paris, notamment concernant la deuxième partie de saison de Keylor Navas au PSG? Voilà, vous avez un peu tout dit. On a beaucoup mis en exergue l'excellente saison de Navas de l'année dernière, et je le remets évidemment pas en question. Ce que j'avais dit dans mon article sur le site, c'est que fallait un peu pondérer ça par sa deuxième partie de saison. Il y a des indicateurs maintenant très avancés qui permettent de mesurer le nombre de buts évités par gardien en fonction des tirs réels des adversaires. Et autant sur les 20 premiers matchs, à peu près sur la période de Tourelle, Navas a largement contribué au bon résultat du PSG, au fait qu'il y avait très peu de buts encaissés sur les 20 premiers matchs. Il avait, je crois, un rapport positif de 4 buts entre ce qu'un gardien lambda aurait encaissé et ce que lui a encaissé. À l'inverse, sur les 15-20 derniers matchs de la saison, il avait un ratio négatif. C'est-à-dire qu'il avait pris finalement, je crois, un but de plus que ce que le modèle statistique prévoit. Alors, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Ce sont des données statistiques sur des échantillons de matchs assez faibles. Mais n'empêche que, voilà, on pouvait déjà relativiser un petit peu la saison de Navas pour un peu mieux comprendre l'arrivée de Donnarumma. C'était aussi le propos de mon article, de dire que l'arrivée de Donnarumma, c'était une opportunité incroyable, certes, mais il y avait peut-être aussi des critères sportifs au-delà des pénaltys que Donnarumma arrête, qui faisaient que Navas montrait une certaine fragilité
physique par ses blessures et qu'il n'était pas non plus irréprochable sur la fin de saison, malgré le bilan globalement positif qu'on peut faire de cette saison. Je sais qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais les chiffres ne sont pas aussi flatteurs que l'impression générale qu'on avait pu Une avoir. remarque d'Alexis, Thibaut? Oui, non, moi c'était ma position aussi que j'ai exprimée sur cette émission d'ailleurs en fin de dernière. C'est-à-dire qu'effectivement, et d'ailleurs on l'a vu, j'y ai pensé en début de saison, quand on voit le but d'Ajorc contre Paris, on sent qu'il lui manquait un doigt pour l'arrêter. Et c'est vrai que moi hier, quand je voyais Donnarumma sur le banc, je me disais combien de temps et quand est-ce qu'on va le voir jouer, parce que j'ai envie de... À ton avis, quand est-ce qu'on va le voir jouer? Est-ce que ça va être pour les premiers matchs de Ligue des Champions contre Bruges? Tu peux pas sortir Keylor Navas, là, je suis désolé. C'est un vrai... Non mais c'est un vrai sujet. Il y a 4 matchs, 4 victoires, il fait 4 bons matchs. Il fait 4 bons matchs. Excusez-moi, on prend beaucoup de buts, mais t'as vu la défense qu'on a, enfin que le PSG a en l'occurrence. Le but d'ailleurs dont je te parle, pour moi, clairement, il doit l'arrêter. Ouais, après c'est un but. Après il fait d'autres parades ailleurs. Enfin, quoi qu'il en soit, Donnarumma, même si, l'idée c'est pas de critiquer Navas, parce que Navas, tout le monde l'aime bien, c'est un mec, il a tout gagné, on peut pas lui relever ça, et puis il est toujours bon, donc dans l'esprit. Donc, mais j'ai envie de voir quand même Donnarumma, ce que ça donne, qu'on voit ce géant sur le banc, il prend 3 têtes à tout le monde. Alors, on a envie de voir ce que ça donne, et moi je pense que sur les très gros matchs aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que Navas est parti du Real, c'est parce que aujourd'hui dans le club il faut un gardien qui soit de grande taille. Et Navas, malheureusement, il lui manque cette partie taille que Courtois, c'est pour ça que le Real a pris Courtois, que Neuer a et que Donnarumma a. Merci beaucoup Thibaut, j'invite nos auditeurs à vous retrouver et à retrouver vos analyses sur votre site Paris Stade Germain. À très bientôt dans Classico. Merci beaucoup, bonne soirée. Alors le grand homme de cette soirée parisienne fut plus encore que Messi, Kylian Mbappé. L'international s'est distingué par un doublé, ses 2e et 3e buts cette saison en Ligue 1. Mbappé, dont la célébration enjouée n'aurait pas plu à la direction madrilène qui cherche à le recruter. Mbappé célèbre et fait douter le Real Madrid. L'effusion avec laquelle Mbappé a célébré le premier but contre le Stade de Reims a retenu l'attention des supporters madrilènes, croit savoir aujourd'hui le journal AS. Mais selon Marca, les négociations seraient bien ouvertes entre Paris et le Real Madrid pour la vente de Kylian Mbappé cet été. La direction parisienne réclamerait désormais 200 millions d'euros. Paris aurait-il raison de laisser filer sa star parisienne? Julien? On est là sur un débat qui s'éloigne un peu du terrain parce qu'on est sur une problématique de contrat qui s'achève dans un an et une lutte en quelque sorte, un rapport de force entre un joueur qui est en fin de contrat et qui pourra dans quelques mois faire valoir sa liberté et négocier finalement ses talents au plus cher possible pour lui à partir de janvier, et puis un club qui peut-être soit il veut récupérer en effet une indemnité de transfert conséquente parce que c'est Kylian Mbappé, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, ou soit miser renoncer à s'asseoir dessus parce que Paris a la surface financière peut-être pour ne pas avoir besoin de le transférer et tout miser sur cette saison avec Neymar, Messi et Mbappé et réussir à ne pas céder face au Real Madrid. C'est un peu la problématique dont on ne connaît pas évidemment tous les tenants aboutissants. Je pense qu'il y a plein de parties prenantes qui s'ajoutent, plein d'enjeux. Et notamment la volonté de Kylian Mbappé, en tout cas la volonté prétendue de Kylian Mbappé de quitter Paris cet été. Moi j'ai beaucoup de mal avec la presse espagnole que je trouve a perdu beaucoup de crédibilité sur l'affaire Neymar déjà à l'époque. Et aujourd'hui, beaucoup de presse française relaie la presse espagnole. Et pour moi, je prends beaucoup de pincettes avec ce qu'on peut lire sur la presse espagnole. Moi, je pense que Mbappé, il a un problème d'ego sur Paris, parce qu'évidemment, il fallait bâtir le projet autour de lui. La performance d'hier, pour moi, on parlait de terrain, tout à l'heure Julien voulait parler de terrain, mais la profondeur qu'il apporte au jeu de l'équipe, et la vitesse qu'il a, il y a peu de joueurs comme ça. Et Messi, même si on adore Messi tous, c'est pas un sujet, mais la vitesse de Messi, avec l'âge forcément, elle est moins importante qu'elle l'était. Et puis pareil, il y a aussi le côté j'ai tout gagné. Quand tu as tout gagné, je dis pas Messi va vouloir tout gagner avec Paris, mais quand tu as tout gagné, c'est pas pareil quand tu veux gagner, quand tu veux t'affirmer. Et ce côté conquérant que le PSG veut avoir, c'est Mbappé qui symbolise aujourd'hui. Donc à la fois sur l'aspect tactique et sur l'aspect aussi financier, pour moi, il faut absolument le garder. Même plus largement, Alex, c'est que si tu le vends, tu le remplaces. Et en 2 jours, tu le remplaces par qui? Enfin, la vraie question, elle est là. Est-ce que c'est ça qui va déterminer finalement la décision parisienne? Je pense, parce que si le PSG vend 200 millions Kylian Mbappé à 1 an de la fin de son contrat, franchement, c'est une affaire. Donc ça veut dire qu'il y a un autre dossier qui est en train d'être conclu par ailleurs. Je pense que c'est pour ça que ça remplacer. communique pas ou quoi que ce soit. 200 millions, quand tu l'as acheté 180 millions d'euros, c'est pas un jeune talent Mbappé. Déjà 200 millions, c'est moins 35 que tu payes Monaco. D'accord, mais peut-être. Mais c'est quand même 200 millions d'euros. Tu l'as utilisé pendant 4 ans. Il a apporté des revenus pendant 4 ans. Enfin, c'est un mec qui a créé, qui a développé la marque du Paris Saint-Germain. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est que tu viens de faire signer Messi. Tu as quand même un groupe qui est incroyable. Moi, c'est ça un peu que je reproche à Kylian Mbappé, c'est qu'il fait chercher des excuses
pendant tout l'été pour dire que si pour rester au Paris Saint-Germain, il fallait qu'on bâtisse une grosse équipe. Là, tu as des recrues incroyables. Bon, bah finalement, c'est pas ça. En fait, il a un rêve, il va aller au Real de Madrid. Et ce que je lui reproche, c'est de pas parler. Depuis 2 mois, il parle pas, il dit Très rien. mauvaise communication. Ouais, alors que son implication sur le terrain, il y a rien à dire. C'est un joueur exceptionnel. Et encore hier, il le montre. C'est un joueur magnifique qui mouille le maillot quand il est sur le terrain. Il aime profondément le PSG, je pense sincèrement. Mais son rêve de gamin, c'est d'aller au Real de Madrid. Bah dis-le, répète-le, affirme-le et pars. Mais moi, je pense qu'Mbappé doit partir au Real. Moi, je serais Mbappé, je partirais au Real à 25 ans. T'as 25 ans, t'as encore quasiment 10 ans de carrière derrière toi. Là, t'es au PSG, en France, t'as un potentiel pour la Ligue des Champions. Ça n'a pas même dans l'histoire du foot, réussir à faire ça. Un rêve, c'est un rêve. Tu peux pas lui reprocher. Moi, je lui reprocherai jamais de vouloir aller au Real de Madrid depuis tout petit. Sur le plan tactique, Julien, quelle serait la mesure de la perte d'Mbappé pour le collectif et le système parisien? Alors, ça a été dit, c'est déjà cette profondeur qu'il apporte en effet, avec pas beaucoup de joueurs qui vont plus vite que lui dans le monde pour attaquer les espaces dans le dos. C'est important notamment dans les grands matchs où il y a un peu plus d'espace qu'en Ligue 1 parfois où c'est plus refermé, mais il montre aussi maintenant que en attaquant de surface, il peut être très habile même de la tête, ce qui est une dimension qu'on lui connaissait un petit peu moins. Et en plus, alors ce qu'on peut dire sur le plan tactique, c'est qu'on lui reprochait ces dernières saisons de vouloir faire un peu du Neymar, de vouloir prendre une autre dimension, de ne pas être seulement cet attaquant de profondeur très vertical, mais aussi un joueur qui endosse une responsabilité dans la création du jeu. Avec Messi et Neymar pour se charger de ça, il n'aurait même pas eu besoin de se poser la question et il aurait pu se concentrer sur ce qui fait vraiment sa force, le côté percussion, le côté prise de profondeur. Donc oui, en effet, son départ serait extrêmement compliqué à remplacer parce qu'en plus, il a cette polyvalence de pouvoir apporter ça sur le côté, dans un couloir ou à la pointe de l'attaque. Donc ce serait un sacré dilemme à compenser. Il met 40 buts, hein. Il met 40 buts la saison dernière, c'est énorme. Donc va remplacer un mec devant qui met 40 buts, parce que s'il part et qu'on le remplace pas, t'as Icardi, c'est un très bon joueur, mais je pense pas qu'il mette 40 buts dans une saison. On va rejoindre un auditeur maintenant de Classico. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Steve Nadger. Merci d'être avec nous, tu nous appelles du Val-d'Orman. Que penses-tu de ces négociations visiblement toujours en cours entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain? Est-ce que pour toi, laisser filer Kylian Mbappé le 30 ou le 31 août serait une bonne idée pour le Paris Saint-Germain? Alors, moi j'aimerais juste revenir sur un truc. Qui parle de négociation aujourd'hui? Est-ce que le Paris Saint-Germain a déjà dit oui, on ouvre la porte à un départ de Kylian Mbappé? Leonardo l'a dit la dernière fois. Leonardo l'a suggéré la semaine dernière. Oui, il l'a suggéré. Mais le discours de Nasser, il n'y a pas longtemps, c'était jamais de la vie et la position elle est claire. Il ne partira pas si nos conditions ne sont pas remplies. Or aujourd'hui, les conditions ne seront jamais remplies par le Real Madrid. Ils n'ont pas d'argent. Ils vont faire comment? Ils proposent soi-disant des choses, mais comme le disait Alexis tout à l'heure, la presse espagnole, moi je me méfie énormément. Il y a beaucoup de méchanceté dans cette presse espagnole, et je pense qu'il y a une petite vengeance de cette presse-là, de l'Espagne, avec les affaires Neymar et les affaires Messi. Donc tu doutes de la détermination du Real Madrid et de Florentino Pérez de recruter? Évidemment. Parce que visiblement, c'est confirmé, pas seulement par les médias espagnols. Hein. Par les médias français aussi. Enfin, c'est plus la volonté de Mbappé en fait qu'on doute. Parce que on sait qu'il veut de rien, mais juste une chose. Le forcing qu'il veut faire, c'est plus ça, le forcing. On n'est pas sûr de ça. Benjamin? Non, mais le forcing, juste une chose. Kylian Mbappé, on est d'accord qu'à l'heure actuelle, il est libre dans 6 mois. Dans 6 mois, il peut négocier avec qui il veut. Pourquoi aujourd'hui, le Real Madrid s'obstinerait à négocier, à faire 2-3 offres à hauteur de 180 ou 200 millions pour avoir Mbappé maintenant? Quel est l'intérêt? Pour montrer à Mbappé qu'ils le veulent, absolument. Mbappé, comme tu dis, il peut négocier avec n'importe qui dans 6 mois. Dans 6 mois, il peut très bien prolonger au Paris Saint-Germain, et là, c'est pas 180 millions, c'est 250 millions qu'il faudra mettre sur la table. Mais dans 6 mois, il est libre. Ouais. Si c'est son rêve d'aller au Real Madrid, le Real lui dit, écoute, dans 6 mois... Oui, mais rappelle-toi qu'il a toujours dit qu'il ne partirait pas libre du Paris Saint-Germain, qu'il ne partirait pas gratuitement. Oui, donc il y aura toujours le doute qui subsistera même pour le Real. Julien, pour répondre à Benjamin, pourquoi le Real Madrid souhaiterait ardemment le recruter dès maintenant alors qu'il pourrait l'avoir visiblement l'année prochaine, si tant est qu'aucun autre club ne fasse une grosse proposition? Il y a l'apport sportif, alors on a évoqué l'apport pour le Paris Saint-Germain, et puis il y a un enjeu plus large aussi d'image, évidemment. Il y a le PSG qui a frappé fort en recrutant Messi, il y a le Manchester United qui a recruté Cristiano Ronaldo. Voilà, le Real est un petit peu en retrait ces dernières saisons. Il y a le Barça qui est en difficulté financière. Il y a peut-être l'occasion de frapper un grand coup à ce niveau-là. Alors c'est peut-être surprenant de les voir trouver la surface financière eux aussi dans cette période pour recruter Kylian Mbappé. Même s'ils ont beaucoup dégraissé. Ils ont dégraissé et ils ont des grands besoins offensifs tout de même, parce qu'autour de Benzema, alors Bale n'est plus le Bale d'il y a quelques saisons. Vinicius est un gros potentiel, mais à qui il manque encore de produits finis pour concrétiser tout son talent.
c'est sûr que Mbappé ferait passer un sacré cap et deviendrait un petit peu la figure de proue d'un renouveau du Real pour repartir vers les sommets européens. Figure de proue également de la Liga, peut-être, plus largement. Ouais, c'est vrai qu'il y a moins de joueurs majeurs maintenant en Liga. C'est vrai que maintenant que Messi est parti, que Neymar est parti depuis quelques saisons, les meilleurs joueurs du monde sont de moins en moins en Liga, ça c'est sûr. Benjamin, et qu'est-ce qui... oui. Oui, juste aussi une chose, j'ai entendu parler, alors là, après c'est pareil, c'est que des rumeurs, mais le Real Madrid aurait un pré-contrat avec Erling Haaland pour l'année prochaine. Voilà, il pourrait l'avoir aussi avec eux. Je comprends pas en fait. Le truc c'est qu'aujourd'hui le Real Madrid, j'ai l'impression qu'ils sont sur tout le monde, notamment donc sur Mbappé et sur Haaland, mais leur surface financière elle est très faible. Ils peuvent pas se le payer. En cas de départ de Kylian Mbappé pour le Real, qui verrais-tu comme remplaçant idéal pour le Paris Saint-Germain? Il n'y en a qu'un seul. L'idéal serait Erling. Kalimodo, il signe à Lens tout à l'heure. Non, mais il part en prêt à Lens là. C'est quasiment acté. Ouais. Non, l'idéal ce serait Haaland, mais après c'est vrai que mis à part. Mais c'est possible là en moins de 48 heures. On imagine que des discussions peuvent peut-être démarrer. Mais... Avec Leonardo en 48 heures tout est possible. Maintenant, c'est quand même. Si tout est possible, il nous a sorti des trucs. Surtout que les Allemands ils sont pas les mêmes budgets. Alors sur le marché tu prends qui aujourd'hui? Haaland. Sur le marché, on est tous d'accord. Haaland il est bon. Mais tu prends. Julien a parlé tout à l'heure de Richarlison. On a parlé à un moment donné Lewandowski. Richarlison, c'est pas la même aura qu'Mbappé, c'est pas la même chose. Richarlison, je l'aime beaucoup, c'est un très bon joueur, mais c'est pas Mbappé. Pas le même niveau. C'est pas Mbappé. Haaland, c'est le mieux à même de compenser à la fois en effet en termes de niveau, parce que lui il va mettre les 40 buts dont on évoquait, et qu'il a à la fois cette puissance, cette activité, et puis cette attaque des espaces. Il a une vitesse énorme aussi. Ça semblerait le meilleur compromis entre guillemets. Et c'est envisageable là? Avant le 31 août? Disons que Dortmund ne sera pas dans... disons le rapport de force pour la négociation, il sera plutôt du côté de Dortmund de faire monter les enchères autant que possible, parce qu'eux, ils ne sont pas nécessairement dans le besoin de vendre. Donc ça pourrait être 150, 160 ça pour le coup, ça c'est autre chose. Mais disons que je pense que dans l'urgence, on ose imaginer quand même que le feuilleton Mbappé n'étant pas récent, les dirigeants parisiens ont déjà avancé leur pion en coulisses discrètement. Mais moi, je le vois pas partir, Mbappé. Je le vois pas... Non, mais moi non plus, il va prolonger, vous verrez. Je le vois pas. Moi, je suis un peu d'accord. Et on termine. Je suis un peu d'accord avec ce qui vient d'être dit par tout le monde. Je le vois pas partir non plus. C'est un peu trop rapide. Maintenant, je pense que sa volonté, elle est claire. Il veut aller au Real. Il ne faut pas se voiler la face. Il veut aller au Real de Madrid. C'est son rêve. Donc, que ça soit cette saison ou l'année prochaine gratos, ou alors dans 2 ans où il faudra payer, il ira au Real de Madrid. Voilà. Donc, mais moi, je pense que cette saison, il laisse passer un peu le temps. C'est-à-dire qu'il se dit, bon, je vais au Real, tant mieux. J'en ai parlé, ça me va aussi. Il laisse un peu les clubs. Puisque tu parles de la question du temps, on n'a pas évoqué la question aussi d'image et du symbole pour le Qatar qui va organiser la Coupe du Monde en novembre 2022. Est-ce que finalement, c'est pas aussi cet élément-là qui va faire jouer, qui va finalement permettre, tu vas conditionner en fait la position du PSG jusqu'à la fin de ce mercato concernant ce dossier Mbappé. Tu rejoins un bon aspect. Moi, tout le monde parle des 200 millions. Moi, je pense que le Qatar, les 200 millions, c'est pas un sujet pour eux. Alors, il y a le fair play financier qui les bloque un peu, mais vu ce qui se passe en Europe avec le Covid, on a vu que le fair play financier était plus light. Donc, ils n'ont pas un problème d'argent. Donc, c'est pas un problème d'argent. C'est un problème d'image, tu as raison. Et pour moi, c'est pour ça qu'il n'y a aucun intérêt à le vendre pour eux maintenant. Julien, sur ce point? C'est sûr que si on est à la fois sur le plan sportif et sur le plan de l'image, ce serait un sacré coup dur. Mais on n'est pas à l'abri de surprises. Je pense qu'on a vu déjà un été avec plein de choses surprenantes, ceux qui se sont débloqués très rapidement. Un jour, Cristiano Ronaldo était à City, le lendemain, il revient à United. Avec en plus quasiment dans la matinée, on va en reparler dans quelques instants. Oui. Mais... Et puis en effet, il y a parfois des jeux de poker menteurs entre les informations qui se donnaient à la presse pour essayer d'influencer certaines choses. Bien sûr. Donc voilà, attendons déjà de voir comment ça va se terminer, ça va être intéressant à suivre. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous dans Classico, à très bientôt. Merci Steve, à très bientôt. Allez, on va quitter la capitale pour rejoindre le sud. L'OM l'a emporté samedi soir contre Saint-Etienne 3-1 et les recrues se sont distinguées. But de Guendouzi, Gerson et Under. Julien, tu as publié aujourd'hui une vidéo sur YouTube sur le jeu justement de Dimitri Payet dans le système Sampaoli. Qu'est-ce qui caractérise le rôle de faux numéro 9 de Dimitri Payet? Alors c'est peut-être un rôle vraiment temporaire, le temps que Milik revienne par exemple ou qu'un autre numéro 9 arrive. Et c'est vrai qu'il occupe sur le papier une position d'attaquant, lui le numéro 10, et du coup il interprète cette position comme un meneur de jeu, c'est-à-dire qu'il ne va pas rester sur la ligne défensive, il ne va pas être un attaquant de surface comme on pourrait attendre d'un numéro 9 classique. Il va chercher des espaces dans le dos des milieux de terrain adverses, être très mobile finalement et offrir différentes solutions à l'OM, et c'est
plutôt un dispositif intéressant parce que ça met en valeur encore plus les joueurs de couloir de percussion, Under et de La Fuente jusqu'ici, où les schémas finalement c'est de réussir à trouver du jeu à l'intérieur côté marseillais et de libérer ensuite les deux feux follets sur les côtés qui percutent, et puis on a plein de joueurs qui arrivent lancés, qui se projettent, à l'image du premier but finalement où c'est Payet qui est trouvé entre les lignes, qui lance Under en profondeur, et puis devant le but on a de La Fuente à l'opposé, on a Guendouzi en deuxième rideau qui vient marquer, et donc on a ces mécanismes qui sont intéressants. Il faudra voir comment ça évolue avec l'entrée de Lirola maintenant dans l'équipe. Justement, comment va s'insérer Lirola, qui a un profil plus défensif que Under? Oui, ça peut avoir des répercussions pour plusieurs joueurs, à la fois parce que pour l'instant sa position défensivement d'arrière droit était occupée par Rongier ou Camara, qui en phase offensive devenaient des milieux de terrain. Lirola n'a pas trop ce profil-là, c'est plus un joueur de débordement en phase offensive. Débordement par l'extérieur, alors que Under aime bien justement partir de cette position excentrée pour repiquer sur son pied gauche ou pour dribbler en tout cas en 1 contre 1. Est-ce qu'il est capable d'assumer une position plus à l'intérieur du jeu? C'est un enjeu intéressant pour Sampaoli sur cette trêve de trouver un petit peu une nouvelle composition, une nouvelle animation, alors que jusqu'ici sur ce début de saison, avec un effectif un petit peu bancal sans véritable arrière droit, il avait réussi à trouver des ajustements intéressants. Alexis? Oui, Marseille, c'est intéressant. On vibre, on vibre. Après, Marseille, c'est moi l'interrogation que j'ai sur Marseille, si vous voulez, c'est que c'est toujours 1 an sur 2. Donc a priori, cette saison, ça a été une bonne saison. Ouais. J'attends de voir quand même un gros match parce que contre Nice, il y a eu le débordement qu'il y a eu, mais avant ça, ils perdaient 1-0 face à une équipe qui est quand même de haut de tableau. Saint-Etienne, c'est quand même très léger, on le sait. Ils n'ont pas joué non plus de grosses équipes pour l'instant. Donc attendons-les sur de gros matchs. Mais je pense qu'ils vont faire une bonne saison. Et moi, l'interrogation, c'est l'année prochaine, puisque c'est 1 an sur 2. Et on a envie que Marseille soit plus constant, même pour le championnat de France. Ça serait quand même génial. Et Alex, est-ce que tu as l'impression que l'équipe monte en puissance au fur et à mesure des semaines, même si moi je suis très content la continuité de la saison non mais très honnêtement, je suis super content parce que effectivement, moi j'étais au match à Nice, Nice OM là, et ça se passait bien, c'était un super match, il y avait du jeu et on sentait qu'il y avait vraiment Gerson au milieu de terrain, il fait du bien de fou à cette équipe de l'OM. Vraiment, il prend le ballon, il le porte et tout. Bon, maintenant ils sont un peu dans la même situation que le PSG si Mbappé part, c'est-à-dire qu'ils ont Milic en attaque, mais il faut un joueur de complément. Et en 2 jours, je ne sais pas s'il va le trouver, Longoria. Il faut quelqu'un qui vienne suppléer Milic en attaque parce qu'il ne va pas faire la saison entière. Il est hyper fragile, Milic. Donc, moi, ce système-là où tu joues justement sans attaquant. Aujourd'hui, ils ont réussi à trouver la solution sans lui. Ouais, enfin, ils ont réussi à trouver la solution. On est au début. Ils mettent Payet devant, qui est franchement monstrueux, qui retrouve vraiment son meilleur niveau, mais qui pourrait être plus fort à son vrai poste. Et moi, je pense qu'il manque un attaquant à cette équipe aujourd'hui. C'est pas Payet qui va enchaîner les buts, c'est pas Guendouzi qui va enchaîner les buts, mais ce sont des joueurs qui sont très bons et qui vont monter en régime. Maintenant, ils ont fait un super recrutement. Je pense qu'ils sont passés à côté de leur attaquant pour le moment. Il faut qu'ils trouvent un second attaquant. Je crois qu'ils voulaient faire venir Delors. Et je sais pas si ça va se faire. Ah bah c'est fini. Là, il va à Nice. Alors, ils ne sont pas penchés sur la Borde aussi. Alors dans ces cas-là. La Borde, je crois pas. C'est Lyon. Lyon, Bah moi, je pense qu'il va leur manquer un attaquant. Clairement, il va leur manquer un attaquant. Après, je pose une bonne question. Ça vaut le coup de poser la question à Julien. C'est qu'il y a quand même de plus en plus aujourd'hui 2 types de football. C'est un foot sans avant-centre. Guardiola, Sampaoli qui le fait, on va dire le foot sud-américain de plus en plus. Moi, je suis pas fan de ce foot sans avant-centre. Je trouve qu'il manque quelque chose. C'est quand je suis content quand je vois Haaland avec ce qu'il fait, même Mbappé, même avec Icardi, les joueurs de surface, Inzaghi, moi j'adorais ça. Et c'est une évolution du jeu que tu peux peut-être plus développer que moi d'ailleurs. Ouais, parce qu'il y a cette idée que en mettant un faux numéro 9, on a plus de contrôle. En ajoutant un joueur qui vient plus dans l'entrejeu, on ajoute souvent des supériorités numériques pour tenir le ballon face au milieu adverse. Et puis c'est plus d'autres joueurs, notamment les excentrés ou les milieux de terrain qui arrivent lancés, qui vont entrer dans la surface et marquer. Liverpool, par exemple, évolue avec un faux numéro 9 en quelque sorte, avec Firmino. Benzema, c'est un 9 à l'âne de 10, il se définit lui-même comme ça. Donc c'est pas une tendance qui est si récente que ça. Ça remonte déjà à Messi au Barça, évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dans la suite des idées de Guardiola qui se répandent en quelque sorte, avec l'importance mise aujourd'hui de repartir de derrière, de construire par du jeu combiné, et donc avoir ce joueur supplémentaire qui vient au milieu de terrain, qui vient trouver des espaces là où on n'attend pas peut-être, qui vient être fuyant pour les défenses et donc créer du surnombre. Forcément ça facilite ce style de jeu, et ça demande d'être compensé par d'autres joueurs de percussion. Julien, est-ce qu'il y a un risque de déséquilibre côté marseillais? On a parlé du Paris Saint-Germain tout à l'heure, notamment sur les côtés, on a l'impression que parfois, en tout cas on imagine que face à de grosses équipes, notamment à gauche, ça peut devenir difficile. Ouais, et puis l'exemple du match contre Nice a été cité, c'est exactement ça, c'est une équipe qui s'expose beaucoup en phase offensive, qui met beaucoup de monde devant le ballon, et donc à la perte de balle, il faut être extrêmement précis techniquement, parce qu'une perte de balle c'est des boulevards pour l'adversaire, et Nice a exactement le profil en plus d'équipe de transition capable d'appuyer là où ça fait mal, et d'exploiter les espaces laissés, comme Lille l'était la saison passée, et là c'est déjà la patte Galtier qu'on retrouve côté niçois. Donc il y a ce déséquilibre en effet offensivement côté marseillais,
marseillais qui pour l'instant n'est pas encore assez équilibré en effet pour éviter de se mettre en danger à la perte de balle. C'est un déséquilibre qui est recherché par Sampaoli ? Je pense que c'est assumé parce qu'il y a l'idée de se dire il veut pas encaisser moins de buts que l'adversaire, il veut marquer plus de buts que l'adversaire. Donc en fait, je pense qu'il y a cette idée ambitieuse de jeu qui implique en effet de se déséquilibrer légèrement. Est-ce que le retour de Lirola, qui a un profil un peu plus de défenseur, peut permettre de compenser un petit peu ça ? C'est un travail en progression en tout cas du côté de l'OM. Ce qui est sûr, c'est qu'on prend du plaisir en les voyant jouer, à la fois parce que ça attaque et puis que ça ouvre des espaces pour l'adversaire. Non, en tout cas, ce qui est clair aussi, c'est que Longoria, il a fait un travail monstrueux. Franchement, en 2 mois, d'ailleurs, on se demande d'où ils sortent tout l'argent maintenant et pourquoi ils n'ont pas fait ce travail de recrutement avant. On en parlait beaucoup la saison dernière. Une petite rallonge de Franck Macourt. Il y a beaucoup de créativité aussi avec des prêts à paiement différé, en tout cas, obligatoire. C'est vraiment chouette. On disait l'année dernière, il faut miser sur le centre de formation. Bah non, l'OM va chercher des joueurs qui ont déjà prouvé ailleurs et je pense que ça va faire du bien. Maintenant, pourquoi ? Moi, c'est ma grande question. Est-ce que le club, finalement, nous dit on va pas le vendre. Est-ce qu'à la fin de la saison, après avoir fait une bonne année, en ayant investi, on va pas vendre ce club pour essayer de lui donner une nouvelle relance, quoi. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'avec un Longoria, on parle football, quoi. Ouais. C'est aussi une grosse différence et ça donne une caution football au club. Messieurs, vos top flops de cette 4e journée. Julien, tu veux commencer ? Petit tour de table. Pris comme ça sur le chaud, pris à froid. Ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé ce week-end en Ligue 1. Est-ce que je peux passer mon tour et revenir à la fin ? Alexis. Les tops, moi je mettrais. Alors, on a droit à 3 tops. Oui. Je mettrais Mbappé. Je trouve quand même qu'il a montré sur ce match, avec tout ce qui se passe, qu'il répondait présent. Angers, vraiment très très bonne surprise. Nice, parce que ce que fait Galtier 2 fois 4-0, c'est quand même en 4 journées, c'est quand même pas mal. Et de manière générale, j'aime beaucoup en fait le changement de discours des entraîneurs de Ligue 1. Je trouve que la parole se délie un peu, qu'il y avait un problème à ce niveau-là, au niveau des clubs. Là, on voit Boss qui dit oui, les supporters ont raison. Galtier en début de saison qui dit aux joueurs si vous bougez pas le cul, on va se faire bouger, et ça marche. Donc il y a vraiment un problème de communication, je pense, des entraîneurs français. On pourra en parler des heures. Donc ça, j'aime bien. Et au niveau des flops, les gardiens de but. Les erreurs de gardien quand même, notamment à Rennes, même à Clermont, ça arrive, mais il y a quand même des erreurs qui sont... Ce côté un peu, je repars de derrière forcément en fait, qui est un peu agaçant. Pareil dans les jeux tactiques, on doit forcément partir derrière, ce qu'a voulu faire Gomis, ça fait des erreurs. Alors qu'il aurait pu dégager en touche. Alex. Non, mon top, pareil, c'est Mbappé que je trouverais réprochable dans l'attitude. On parle beaucoup de lui, mais sur le terrain, il répond présent, il te met un doublé, il marque de la tête maintenant en plus. Donc non, Mbappé est super joueur. Clermont, j'aime beaucoup Clermont, qui vient de monter, qui perd pas et qui s'arrache. Qui est 3e. Ah, mais ils jouent, les mecs, ils s'envoient, quoi. Tu vois, ils ont mis 3-1 à Lyon, ils vont faire 3-3, pareil ce week-end. Donc voilà. Et mon flop, non, mon autre top, tiens, j'ai un autre top. T'as encore la 3, allez, vas-y. Ouais, c'est d'abord voir les matchs avec du public. Ça, c'est génial, franchement. Ça, on avait perdu cette habitude et vraiment, c'est un kiff. Et mon flop, c'est peut-être plus. Alors, je sais que c'est important, nécessaire, tout ce que vous voulez, c'est la vidéo. J'en ai ras-le-bol, en fait. Franchement. Il y a une séquence assez longue hier. Ah ouais. Alors, c'est bien parce que au moins, ça permet vraiment de vérifier et tout. Mais ça plombe le jeu, ça plombe le match. Les mecs, ils ont célébré le but et 3 minutes après, tu leur dis non, t'as pas marqué. Donc voilà. Ça, mais bon, j'ai pas d'avis précis sur la vidéo. Julien Maumont. Alors, j'aurais pas de flop, je préfère rester uniquement positif. Ça rejoint certaines des choses qui ont été dites, notamment le fait de voir des promus qui jouent. Alors, c'est pas spécifique à cette journée, mais quand on voit Clermont, quand on voit Troyes, c'est des équipes qui sont ambitieuses, peu importe contre qui elles jouent. On avait vu Clermont à Lyon qui avait été très ambitieux aussi. Alors ça prend des buts aussi forcément évidemment, mais ça crée du spectacle. Troyes aussi contre Monaco a été très ambitieux. Et puis on voit Angers en effet qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là, en tout cas avec Gérald Baticle, et c'est très prometteur. Avec Mohamed Ali Chaud, qui est lui, on peut le mettre en avant aussi, c'est une des révélations de ce début de saison, même s'il était déjà apparu la saison passée. Mais voilà, puis en effet plus largement... Je suis content de voir du jeu en Ligue 1, on a beaucoup de choses différentes qui sont tentées, mais toujours dans un esprit positif globalement de la part des entraîneurs, donc je pense qu'on va avoir une belle saison sur ce plan-là en tout cas. Julien Maumont, vous, je le disais en ouverture, vous venez de publier un livre passionnant, c'est peut-être l'un des livres les plus importants de cette rentrée littéraire sportive, un livre qui est paru aux éditions Solar, il s'intitule « Comment gagner un match de foot ?» Je le montre à la caméra. Dans les coulisses de la performance, un livre coécrit avec Raphaël Cosmidis, Philippe Garkov et Christophe Kuchli. Ce n'est pas la première fois que vous travaillez ensemble, vous aviez déjà publié « Comment regarder un match de foot », les entraîneurs révolutionnaires du football et l'Odyssée du 10. Pourquoi avoir choisi maintenant, Julien, de vous intéresser aux coulisses de la performance et notamment sur cette course aux gains marginaux que vous développez notamment dans les premières pages du livre? Ouais, c'est un petit peu la suite logique des autres livres
qui ont été cités sur comment regarder un match de foot. On était vraiment sur présenter les différentes approches du jeu sur le terrain, les différents styles, les différents choix des entraîneurs et comment les analyser. Ensuite, on avait recentré vraiment spécifiquement sur quelques figures marquantes historiques d'entraîneurs, en effet, leurs idées et un petit peu cette évolution cyclique des idées dans le foot. L'Odyssée du 10, on s'était recentré sur un poste, et là on a voulu élargir à nouveau et s'intéresser à un champ un peu plus vaste que simplement ce qui se joue sur le terrain, même si on y revient aussi au fil du bouquin, parce que c'est vraiment là le cœur de la réponse à la question, mais à tout ce qui est mis en place finalement en coulisses pour arriver à ces 90 minutes, à ce qu'on voit sur le terrain, à la fois sur la performance physique, technique, mentale, tactique, tout ce qui est mis en place aussi en amont en termes de culture club, de politique sportive. Et ce sont vraiment des champs extrêmement larges et qui ont beaucoup changé depuis 1-2 décennies. Et donc c'était intéressant pour nous, en tout cas, de porter l'éclairage vers ces choses-là dont on parle un petit peu moins et mettre en avant aussi certains rôles qui prennent de l'importance mais dont on parle peu aussi au quotidien. Dans une interview, Arsène Wenger avait expliqué un jour qu'à l'avenir, les entraîneurs seraient finalement des managers qui seraient assistés par des spécialistes de la data qui leur diraient quel est le 11 préférentiel pour la journée en cours. Est-ce que vous partagez cette analyse de l'ancien entraîneur des Gunners ? Alors on n'est pas exactement encore arrivé à ce niveau-là, mais on y vient, c'est sûr. En tout cas, les clubs sont à différents niveaux à ce niveau-là, mais c'est sûr que la data désormais est utilisée pratiquement par 100% des clubs. Bon, il y a quelques réfractaires encore, mais disons que la question c'est si les clubs ne montent pas dans le train, finalement ils vont rester de côté et prendre un retard définitif. Donc il y a en effet cet avènement de la data. Globalement, les outils technologiques aujourd'hui qui se développent beaucoup autour de la mesure de la performance, autour de notamment par exemple la mesure des données physiques. Il y a tout aussi les aspects vidéo. Il y a vraiment une multitude de solutions qui viennent enrichir le travail de l'entraîneur potentiellement, à condition de savoir bien exploiter ces outils. Et puis plus largement, toutes ces expertises, notamment celles en effet d'analystes de données, mais pas seulement, des expertises médicales, physiques, technico-tactiques aussi. Oui, et puis on voit qu'il y a des spécialistes des touches, spécialistes de faire des coups de pied arrêtés de manière générale. Alors j'ai lu, là, c'est dans l'équipe de ce matin, que Manchester United avait recruté Eric Ramsey, je ne connaissais pas, spécialiste à Chelsea des coups de pied arrêtés. Jusqu'à quel niveau de spécialisation les clubs pro, en tout cas, ou les grands clubs pro, peuvent-ils aller justement pour améliorer les performances des joueurs ? Je pense qu'on est sur un processus qui n'est pas encore arrivé à son terme et qui est un peu inspiré des sports américains où notamment les équipes de football américains ont vraiment des coachs extrêmement segmentés par ligne de jeu, par phase de jeu, des coachs individuels pour les quarterbacks, et on y arrive un petit peu, même si le foot étant un peu tellement dynamique, on ne sera peut-être pas dans une segmentation aussi grande. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'aujourd'hui c'est fini le temps où il y a un coach, un adjoint, un préparateur physique, un gardien. Désormais il y a beaucoup plus d'expertise qui entre en ligne de compte, en tout cas dans les grands clubs qui en ont les moyens, et que l'entraîneur est aujourd'hui autant manager d'un staff que manager de son équipe, et il peut se recentrer. C'est un peu ce que disait Christophe Galtier la saison passée à Lille pour expliquer sa réussite, c'est qu'il s'était inscrit dans une structure où il pouvait être vraiment concentré sur le cœur de son métier, préparer son équipe à être performante sur 90 minutes et mettre en place son plan tactique, en laissant la partie gestion des agents, préparation physique, préparation mentale à des vrais spécialistes qui sont recrutés par le club et qui sont en charge de ces aspects-là. Et ces experts travaillent tous ensemble désormais pour tirer en effet vers la performance. Alors, une question, une remarque d'Alexis que j'avais, parce que justement ça rebondit sur votre livre Comment regarder un match de foot, où effectivement vous mettiez à la fin d'avant un chapitre sur justement l'aspect entraîneur des touches et des corners. Et votre livre, il y a 4 ans ce livre, il y a 4-5 ans. Ouais. Et j'ai pas l'impression qu'en Ligue 1, ça soit vraiment mis en avant. Alors, je sais pas si vous avez plus de connaissances que moi sur ça, mais j'ai pas l'impression qu'en Ligue 1, il y a des entraîneurs de touche ou de corner, alors que votre livre mettait vraiment en avant, c'était très intéressant, cet aspect du jeu qui était négligé, alors que pourtant c'était peut-être 20% des buts, je crois. Ouais, alors les buts sur coup de pied arrêté hors penalty représentent généralement 20% des buts qui sont marqués. Donc il y a un sacré gain potentiel à optimiser ces phases de jeu-là, et notamment c'est au Danemark le FC Midtjylland qui a beaucoup misé là-dessus, qui est arrivé presque à 50% de buts marqués sur coup de pied arrêté et qui a été champion du Danemark à partir de cette approche-là. En France, il y a Toulouse qui a recours régulièrement au service. Il y a Damien Comolli, en effet, le président, qui est très axé sur la data, notamment dans sa méthode de recrutement, et qui est très axé aussi sur tout ce qui peut être gains marginaux, et qui a recours au service de Thomas Grønmark, le Danois qui est intervenu à Liverpool, notamment sur le travail des touches. Donc Toulouse a fait appel à ses services. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de staff de Ligue 1 dans lesquels il y a un vrai spécialiste exclusivement dédié au coup de pied arrêté. Généralement, même pas à Paris. À Paris, je crois que notamment avec Thomas Tuchel, c'était Zouma Nakamara qui en était chargé. Mais
C'est pas un spécialiste. Disons qu'il pouvait. Après, on peut devenir spécialiste. On peut apprendre. Mais votre livre le mettait en avant et je trouve ça étonnant que les clubs. Les experts sont là. Il y a Nicolas Jauvert, qui est l'un des spécialistes français, mais qui est aujourd'hui à Arsenal, qui était à Manchester City pendant plusieurs saisons, spécialiste exclusivement des coups de pied arrêtés. Et sinon, c'est souvent plus un entraîneur des gardiens, généralement, qui va récupérer cette tâche-là. Julien, vous consacrez un chapitre passionnant à la culture club, vous l'évoquiez il y a un instant. Dans quelle mesure c'est un élément qui va permettre aux joueurs d'aller encore plus loin dans leur performance? Vous citez notamment le cas presque mythique d'Alex Ferguson à Manchester United. Oui, parce qu'en fait, finalement, la performance ne s'arrête pas seulement aux 90 minutes sur le terrain, ni même d'ailleurs à la semaine de préparation. C'est tout un terreau qui est mis en place en amont dans cette fameuse culture club où au quotidien, une institution va mettre en avant certaines valeurs, va les entretenir au quotidien et les transmettre pour qu'elles soient partagées par toutes les personnes qui travaillent finalement au service de l'équipe première, qui est un petit peu l'étendard du club. Et en effet, c'est un enjeu extrêmement important qui est un peu plus diffus, qui est difficilement mesurable, quantifiable, mais que finalement, quand on le voit, on le ressent. À Liverpool, par exemple, l'esprit de Liverpool, à la fois le côté historique, le côté très social, populaire, qui est incarné aujourd'hui par Jürgen Klopp, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est comment on incarne cette culture dans des individus qui vont être les garants et finalement vont répandre encore une fois ces valeurs-là au quotidien. Et en effet, ça contribue finalement à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et comprenne qu'est-ce qui est en jeu au quotidien en étant dans un club. C'est pas la même chose d'être un joueur de l'OM aujourd'hui que du Paris Saint-Germain ou de Lyon. Ça implique différentes choses et tous les joueurs finalement ne sont pas à l'aise dans chaque contexte. Et ça peut guider donc notamment le recrutement des joueurs et des entraîneurs. Alors l'OM, justement, dans quelle mesure cette culture club peut impacter le style de jeu de l'équipe? Il y a une phrase très intéressante de Zubizarreta qui explique que le fameux slogan de l'Olympique de Marseille, droit au but, induit une certaine forme de jeu. Oui, c'est ça. Il faut aller vers le but, simplement. Et c'est d'ailleurs très bien incarné par l'équipe de 93, qui était une équipe très verticale finalement. Alors il y avait beaucoup d'impact physique, etc. Mais c'était une équipe de contre-attaque. Même si Dimeco rappelle, c'est super intéressant, le choc presque psychologique qu'ont ressenti les Marseillais en 91 lors du quart de finale contre Milan, dans les vestiaires à San Siro et dans les travées du stade. Racontez-nous, Julien. Oui, c'était alors aussi l'aura que dégageaient les joueurs du Milan notamment, où ils voient arriver Gullit gigantesque, etc. à leur côté. Oui, alors ça c'est aussi dans une autre phase d'intimidation, un petit peu comment on gère ce rapport direct avec les adversaires. Il y en a une partie consacrée au vice, en effet, à ce niveau-là. Mais pour revenir sur l'OM, sur le côté droit au but, en effet, et ça correspond bien à l'actualité aujourd'hui, c'est qu'avec Sampaoli, il y a la notion de passion, la notion d'attaquer, d'être proactif pour aller gagner. Et en effet, c'est quelque chose, je pense, qui est important, en tout cas, pour mettre en place les fondations qui mènent au succès à plus long terme que simplement du jour au lendemain. Alors, il y a énormément de choses à lire et à découvrir dans ce livre Comment gagner un match de foot. C'est paru chez Solar. Vous consacrez notamment un chapitre à la préparation mentale. On a déjà eu l'occasion de recevoir ici dans Classico Denis Troche qui nous a expliqué justement comment il travaillait auprès des clubs. Dans quelle mesure ça influe véritablement sur les performances à long terme d'une équipe? Il y a différents degrés et différentes approches dans la préparation mentale. Il y a celle en effet qui est la préparation à la performance, donc comment on met un joueur en confiance. Par exemple, un buteur qui est un petit peu en mal de confiance, certains préparateurs mentaux vont lui dire simplement de revoir des buts, des actions où il marque, des actions positives pour se remettre dans le bon état d'esprit et lui montrer que finalement il a réussi à le faire et qu'il peut se remettre dans le bon chemin. C'était un peu tabou il y a 15-20 ans cette question de la préparation mentale, ou en tout cas de l'assistance psychologique apportée à certains joueurs dans le doute? Oui, parce que le foot a longtemps été un milieu où afficher ses faiblesses était rédhibitoire, ou en tout cas, il fallait pas montrer ses faiblesses à la fois quand on était joueur et quand on était entraîneur. Je pense qu'aujourd'hui, la question n'est pas encore totalement résolue, mais de plus en plus, les joueurs sont prêts à admettre certaines choses et à montrer finalement qu'ils ne sont pas des êtres parfaits, des dieux grecs infaillibles, et qu'en effet ils peuvent avoir besoin de soutien mentaux. Et c'est d'ailleurs une problématique qui s'élargit à tous les sportifs. On l'a vu avec Naomi Osaka, il y a plein d'événements récents qui ont mis en lumière l'importance de cet accompagnement mental des sportifs de haut niveau, à la fois en effet sur la performance et à la fois sur le côté bien-être aussi, parce qu'ils sont soumis à des pressions. Les réseaux sociaux et tout, avec l'explosion c'est ça. de la personnalisation, c'est vrai que il y a plusieurs dimensions, individuellement, puis aussi collectivement. C'était intéressant, dans le livre, on a pu échanger avec les responsables de la préparation mentale à l'Académie d'OL. Ça commence très tôt même désormais. Ils mettent en place des dynamiques collectives de respiration, de visualisation, plein de techniques finalement qui se développent. On n'est pas encore arrivé non plus là au bout du processus, mais c'est en bonne voie.
C'est l'autre grand transfert de l'été. Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United. On pensait le voir débarquer chez le voisin Oni City, mais c'est finalement les Red Devils qui vont retrouver celui que Solskjaer, leur entraîneur, considère comme le plus grand joueur de l'histoire de Man U. Bonsoir Régis Dupont. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Classico. Vous êtes journaliste à l'équipe spécialiste du football portugais et vous avez fait paraître avant l'Euro 101 fois Ronaldo, un livre également paru chez Solar. Régis Dupont, qu'est-ce qui a finalement convaincu Cristiano Ronaldo de rejoindre Manchester United? Est-ce que c'est le seul appel de Ferguson qui a fait pencher la balance du bon côté? Non, il n'y a pas que le seul appel de Ferguson, ça c'est clair. En fait, ce qui a fait venir Cristiano Ronaldo à Manchester United, c'est d'abord le besoin de quitter la Juventus Turin. Parce que le vrai problème de Cristiano Ronaldo, c'était de quitter la Juventus. Il avait acté le fait que c'est pas à la Juventus qu'il allait de nouveau gagner la Ligue des Champions. Il voyait bien qu'avec Allegri, ça n'allait pas matcher, puisqu'ils se connaissent un petit peu. Et donc, il fallait partir. Après, l'idée de départ de Cristiano Ronaldo, comme on l'avait écrit, c'était d'aller à Manchester City parce que, quelque part, ils avaient ciblé City comme l'équipe qui pouvait permettre à Cristiano Ronaldo de retrouver le haut niveau européen. Mais effectivement, venir à City, ça posait plein de problèmes. Notamment en termes d'image? Pas que. Il y a aussi le fait que City le désirait certainement moins que United. Il y avait le problème de l'intégration dans le système de City, dans le système Guardiola. On n'était pas certain que ça allait matcher. Et d'ailleurs, City s'est rétracté finalement à peu près au moment où United est entré dans la danse. Donc les choses se sont faites ainsi. C'est que si City avait été OK pour faire Ronaldo, je pense que malgré tout, il serait allé à City. Et s'il est allé à United, c'est effectivement parce qu'à un moment, c'était clairement la meilleure solution. Parce que sportivement, c'était un très grand club. Et puis, au niveau de l'image, au niveau du fil de la carrière de Ronaldo, c'est sûr que c'était une façon de boucler la boucle de façon extraordinaire. Quel rôle, Régis Dupont, ont joué les anciens du club pour le convaincre de revenir à United, Wayne Rooney notamment, ou encore Rio Ferdinand? Je pense surtout que le rôle des anciens était important pour convaincre United, plus que pour convaincre Ronaldo. Les anciens ont beaucoup poussé, donc il y a eu l'appel d'Alex Ferguson, mais en interne, les anciens ont poussé pour faire comprendre au club et à certains décideurs que faire venir un joueur, même à 36 ans, ça pouvait avoir un intérêt quand il s'agissait de Ronaldo et quand il s'agissait de Ronaldo à Manchester United. C'est vraiment ça qui a été important. Parce que Ronaldo, lui, il a toujours adoré United, même quand il est parti, il a quitté le club en bon terme, il a eu toujours beaucoup de respect pour ce club. C'est dans ce club qu'il a explosé. Donc lui était convaincu que United était une excellente porte de sortie, même si, je le répète, au tout début, il s'est dit que City, c'était sportivement certainement la meilleure solution. Julien Momon, quelle place va pouvoir trouver Cristiano Ronaldo dans le 11 mancunien? Sur le papier, sa place la plus naturelle, ce serait d'avant-centre, évidemment. Parce que sur les côtés, Manchester United est assez armé avec Greenwood, Rashford et puis Sancho qui est arrivé. Mais justement, Greenwood occupait la pointe de l'attaque dernièrement et plutôt avec succès. Et ça vient peut-être un petit peu entraver son ascension au jeune mancunien. Mais je pense que la logique veut que Cristiano Ronaldo vienne s'intégrer dans la pointe de l'attaque de Manchester. Régis Dupont, votre avis sur la question? Oui, de toute façon, Ronaldo ne peut plus jouer sur un côté, donc de toute façon, c'est assez clair. Le seul problème à Manchester, c'est finalement, est-ce qu'il va jouer tout seul devant, ce qui peut être un problème, parce que finalement, ça oblige l'équipe à jouer seulement en contre, ou est-ce que ça peut être une sorte de faux 4-4-2 avec, par exemple, Greenwood, ou un autre, qui a un profil plus hybride et qui vienne un peu tourner autour de Ronaldo. Voilà, c'est ça la principale question. À mon sens, aujourd'hui, le système dans lequel Ronaldo est le plus à l'aise, c'est un 4-4-2. Mais ça implique aussi des choses que les équipes ne sont pas forcément capables d'assumer tactiquement. Quelle place occupe Cristiano Ronaldo dans la mythologie mancunienne? Il est très très haut quand même. Enfin, dans l'histoire récente, c'est le numéro 1. Plus haut que Cantona, par exemple? Il a gagné la Ligue des Champions. Cantona, c'est l'homme de la renaissance d'United. Ok. C'est l'homme qui a fait passer un palier à divers niveaux pour United, mais Cantona n'a rien gagné de très important. Il a évidemment laissé une trace incroyable, mais elle est plus
cette trace-là, elle est moins palpable finalement que celle de Ronaldo, en tout cas en termes de palmarès et en termes de placement au niveau dans la hiérarchie mondiale. Avec Cantona, United était un club dominant en Angleterre, mais seulement en Angleterre. Avec Ronaldo, United a dominé l'Europe. Et de quelle manière? Est-ce que son arrivée fait de Manchester United un concurrent sérieux pour City pour d'abord le titre de champion d'Angleterre? On a également noté les arrivées cet été de Raphaël Varane et de Jordan Sancho. Ben voilà, c'est ce que vous venez de dire. C'est surtout Ronaldo, c'est surtout le complément de ces joueurs-là. Il arrive un peu comme la cerise sur le gâteau. Ils avaient déjà pris Varane et Sancho un peu pour régler les problèmes d'équilibre de cette équipe. Là, aujourd'hui, on a vraiment l'impression d'une équipe qui a très peu de points faibles. Après, à mon sens, pour vraiment rivaliser avec City, il faut déjà espérer que City fasse une saison un peu moins extraordinaire que la précédente. Parce que si City reste au niveau de la précédente, je ne vois pas quand même United aller les chercher. Alexandre, pardon. Je dis en tout cas pas d'ailleurs. Une question simplement, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que finalement les patrons de Manchester United ont recruté Ronaldo pour aussi se rapprocher un peu des supporters après l'histoire de la Super League? Sans doute, aujourd'hui, de toute façon, quand on recrute un Cristiano Ronaldo, on recrute bien au-delà du joueur, on recrute une image. Dans le cas de United, on parle un peu du mythe. Finalement, on se raccroche au mythe des grandes années, des années Ferguson. Il a été partenaire de Solskjaer, de Roy Keane, de Rio Ferdinand, dont vous parliez, des gens très très influents à divers points de vue en Angleterre. Donc c'est évidemment, mais un peu comme quand le PSG achète Lionel Messi, il n'achète pas Lionel Messi, il achète tout ce qu'il y a autour de Lionel Messi. On peut penser que si le PSG, alors je vais presque blasphémer, mais si le PSG s'en était arrêté au seul critère sportif, on n'est même pas certain qu'il aurait pris Lionel Messi. Il a pris Lionel Messi parce que prendre Lionel Messi, c'est marquer un coup formidable, même si évidemment sportivement ça va être extraordinaire. Mais quelque part, si le PSG avait axé sa politique sur une stratégie purement financière, entrepreneuriale en termes, je dirais, industriels, peut-être qu'il n'aurait pas pris, par exemple, Lionel Messi, et peut-être qu'effectivement, Manchester United n'aurait pas pris Cristiano Ronaldo, parce que des joueurs de cet âge-là, avec une perspective de revente quasi nulle, forcément, quelque part, c'est un pari extrêmement risqué. Merci beaucoup Régis Dupont d'avoir été avec nous ce soir dans Classico. Je renvoie nos auditeurs à votre dernier livre, 101 fois Ronaldo, un livre paru chez Solar. À très bientôt dans Classico. Je vous remercie, au revoir. Il nous reste toute petite minute. Un mot sur l'équipe de France qui fait également sa rentrée avec plusieurs matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Les Bleus affronteront mercredi la Bosnie-Herzégovine avant de se rendre samedi en Ukraine. Le mardi suivant, la France sera confrontée à la Finlande. Petit tour de table extrêmement rapide en commençant par Julien Maumont. Quel équilibre dans l'équipe l'Euro a-t-il changé finalement ? Je pense qu'en tout cas, on ne verra pas beaucoup de changements avec ce qu'on a vu à l'Euro, parce qu'on a vu dans l'interview d'Didier Deschamps qu'il avait beaucoup martelé qu'à 3-1. Il y avait 3-1 à 10 minutes de la fin contre la Suisse, donc je pense qu'il n'y aura pas de révolution et qu'on va peut-être s'attacher à perpétuer un petit peu ce qui avait été mis en place à la dernière minute avec le retour de Benzema. Moi, il faut qu'on m'explique le fonctionnement de Deschamps, parce que quand Giroud il joue pas, il l'appelle, et quand il joue, il l'appelle plus. C'est-à-dire qu'hier, il met encore un doublé, il n'est pas dans le groupe, le mec fait un super bon début de saison. J'avoue que je suis un peu paumé. Mais après, bon, c'est bien de voir de nouvelles têtes aussi, donc à voir ce qu'il va faire, est-ce qu'il va tenter de nouvelles choses. C'est la grande inconnue de la rentrée. Ce qui est sûr, c'est que l'élimination en 8e a rendu attractif cette période de 3 matchs, parce que si on avait fait un très bon Euro, on se serait dit c'est embêtant ces 3 matchs en pleine saison. Là, au moins, ça donne un regard intéressé en tout cas sur ces 3 matchs. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous ce soir dans Classico. Merci beaucoup Julien Maumont d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre coécrit avec Raphaël Cosmidis, Philippe Gargov et Christophe Kuchliv, livre formidable, Comment gagner un match de foot dans les coulisses de la performance. C'est paru chez Solar Édition. Classico, c'est à retrouver notamment sur la page YouTube de Radio J. Likez, partagez, commentez cette vidéo. Tout de suite, la soirée continue en compagnie d'Avner Azoulay pour le Festival Oriental. Classico reviendra le 13 septembre. Bonne soirée à vous. Vive le foot.